ciel de nuit, l'infini et l'insondable, c'est à la fois merveilleux et en même temps ça donne le vertige. On peut voir une étoile beaucoup plus brillante qui nous paraît plus proche qu'une autre qui a moins d'éclat. Et en réalité, elle est infiniment plus lointaine. La luminosité des différentes étoiles du cosmos n'est pas un indicateur de profondeur. Une étoile polaire qui vaut 2000 soleils et qui ne paraît pas plus brillante qu'une autre qui n'en vaut que 80. Donc, et en même temps, ce ciel, les étoiles que nous voyons, peut-être que celle-ci, que je vois si brillante, est déjà éteinte, puisqu'elle a mis tellement de temps à voyager, cette lumière, qu'elle est peut-être déjà en temps réel disparue. Il y a toujours à un moment donné dans mes pièces des moments où j'évoque la nuit, où je travaille avec cette sensibilité à la nuit. Dans mes pièces pour installation, il y a toujours un moment qui fait directement référence à la nuit. Les phénomènes lumineux m'ont toujours intéressée, donc je les ai traités à la fois dans des scénographies où là la nuit c'est la salle obscure, et c'est vrai que la couleur lumière c'est quelque chose qui rend vraiment cette couleur à l'état pur. Nous avons réalisé avec Alain en commun plusieurs œuvres. Sphare, qui était un jeu de ruban tendu dans un jardin éclairé à la lampe de poche. J'ai réalisé des light paintings lorsque j'étais en résidence dans la Combolou. Des photographies donc, qui prennent la trace de lampe de poche pour dessiner dans la nuit. Et aussi, bien sûr, Orion, qui était une pièce mise en musique et avec la lumière et la coloration synchronisées et qui rendait hommage à la constellation d'Orion. L'idée, elle est venue assez vite. Parfois, on cherche longtemps, on tourne en rond, mais là, elle était déjà en germe dans nos têtes mutuelles, puisque nous avions reçu des échantillons sonores il y a 2 ou 3 ans de la part de l'astrophysicienne Lucille Turc, et évidemment ça nous avait interpellés, travaillé dans la tête. Et comme ces vents solaires produisent les aurores boréales et que j'ai toujours vu ces aurores boréales comme des jeux de rubans suspendus, il n'y avait plus qu'à se mettre au travail. J'ai été fasciné tout de suite par ces sons, et notamment par la tempête solaire qui crée un rapport physique avec ce son. Cela rejoint tout mon travail fait sur la voix, la relation avec les sons éoliens et le souffle humain. Je m'appelle Lucille Turc et je suis chercheuse au département de physique de l'université d'Helsinki en Finlande, et je travaille dans un domaine qui s'appelle la physique de l'espace, donc qui va s'intéresser à l'espace proche, c'est-à-dire dans notre système solaire. Et un aspect qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle les relations soleil-terre, donc comment le soleil peut impacter l'environnement spatial de notre planète à travers des phénomènes comme les tempêtes solaires. Donc les tempêtes solaires, c'est en fait des sortes de nuages de particules qui nous viennent du soleil et qui sont créés lors d'éruptions sur le soleil.
On a parfois cette image que le Soleil est une immense boule de lave qui s'agite comme dans un volcan. Et en fait, l'analogie est assez proche de la réalité. Ici, ce que vous voyez sur ce film, ce sont des images prises par un satellite qui s'appelle Solar Dynamics Observatory, un satellite de la NASA, et qui montre à quoi ressemble le Soleil en lumière ultraviolette. Et on voit qu'il se passe énormément de choses à la surface du Soleil. On a en particulier ces régions brillantes qui sont des régions actives. Et c'est là qu'on peut avoir des éruptions qui vont envoyer dans l'espace des morceaux de soleil qui vont ensuite voyager dans notre système solaire. Donc là, je vous montre un exemple d'une de ces éruptions. Donc on a la tempête solaire qui commence à partir. Et on peut les voir se diriger vers nous. Par exemple, ici sur cette image, vous voyez la tempête solaire qui se dirige directement vers un satellite qui se trouve vers la Terre. Et donc quand ces tempêtes solaires arrivent à notre planète, on est protégé en fait essentiellement de leur impact grâce au champ magnétique terrestre. Donc ici cette image c'est une vue d'artiste d'une de ces tempêtes solaires. Donc on voit le nuage de particules solaires qui est en train d'arriver. Notre planète est ici et vous voyez cette région qui est dessinée autour. C'est donc une sorte de bulle formée par le champ magnétique terrestre. Et ça va en fait nous protéger de l'essentiel de la tempête solaire. Malgré cette protection, ce bouclier est quand même secoué quand les tempêtes solaires arrivent et ça crée un certain nombre d'effets qu'on connaît peu dans notre vie quotidienne mais qui malgré tout peuvent avoir un effet sur la vie humaine ou sur nos technologies. Alors c'est plutôt en fait aux hautes latitudes qu'on va connaître un de leurs effets les plus courants qui sont les aurores polaires qui créent donc ces grands rideaux de lumière verte dans le ciel. On les voit rarement en France par exemple parce qu'on est trop loin des pôles et c'est en fait plus au nord ou très loin au sud que ces aurores sont créées. Donc ça c'est pour plutôt les jolies conséquences de ces tempêtes, où on aurait plutôt envie que ces tempêtes se produisent pour pouvoir observer ces phénomènes. Mais d'un autre côté, il y a aussi des effets néfastes, puisque les particules qui accompagnent ces tempêtes solaires peuvent endommager les satellites dans l'espace. Elles peuvent aussi être dangereuses pour les astronautes dans la Station Spatiale Internationale, ou en tout cas s'ils sont en dehors de la Station Spatiale Internationale. Et on a vu que pour les tempêtes les plus violentes qui se sont produites il y a quelques décennies, on a pu avoir des coupures de courant à nouveau dans les pays à plus haute latitude du fait des perturbations causées par les tempêtes solaires. Et donc l'un des aspects de notre discipline et l'une des applications importantes de notre recherche, c'est de développer ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et de la même façon que la météo nous permet de savoir quel temps il va faire demain sur Terre, pour savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire du vent, on cherche à pouvoir prédire quel temps fera-t-il dans l'espace. Donc y aura-t-il une tempête solaire ? Et s'il y en a une, est-ce que ce sera une tempête forte ou au contraire juste quelques averses qui vont arriver ? Ce qui m'intéresse dans mon sujet de recherche, ce sont toutes les vibrations qui peuvent être créées par ces tempêtes solaires dans le champ magnétique terrestre. Parce qu'on peut voir en fait ce champ magnétique, ou en tout cas les lignes de force, comme des lignes qui connectent entre elles les différentes régions de l'environnement terrestre, et l'impact des tempêtes solaires peut créer des vibrations du champ électromagnétique. Et celles-ci, on a aussi des vibrations qui se produisent naturellement en absence de toute tempête solaire, et donc ce qui m'intéressait c'était de savoir comment ces vibrations changeaient au moment où une tempête solaire vient frapper ce bouclier magnétique. Donc ce phénomène est aussi très coloré. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Comment se fait-il que ce résultat soit aussi majestueux et coloré? Quel est le phénomène? Donc ce qui se produit en fait, c'est qu'on a des particules qui vont être accélérées
dans la région qui est du côté nuit de la Terre. Ici, on a des processus physiques qui vont ensuite renvoyer ces particules le long des lignes de champ, des lignes de force qui connectent aux régions polaires. Et ces particules vont venir frapper les particules dans notre atmosphère. Donc on sait que dans l'air que l'on respire, on a de l'oxygène. Et en fait, c'est l'oxygène qui va créer cette lumière verte que l'on voit. Ce ne sont pas directement les particules qui nous viennent du soleil, mais bien leur effet quand elles viennent frapper ces particules de notre atmosphère. Donc l'oxygène va nous créer une lumière verte. Donc la couleur, c'est des processus quantiques qui en fait déterminent chaque atome, chaque type de particules. Donc par exemple l'oxygène va nous donner du vert ou du rouge. C'est une autre couleur qu'on peut voir dans les aurores qui vient aussi de l'oxygène, mais dans des conditions légèrement différentes. Et ensuite les autres couleurs qu'on peut observer, comme par exemple de l'orange ou du bleu ou du mauve, celles-ci elles sont produites par les atomes d'azote dans notre atmosphère. Donc l'idée derrière ces échantillons sonores, c'était en fait de transformer les données qu'on a utilisées pour l'analyse scientifique en quelque chose qui soit en fait plus accessible et plus agréable à présenter au grand public, parce que en fait nos données, les observations sur lesquelles on travaille, ce sont juste en fait des courbes, des lignes qui montent et qui descendent sur notre écran d'ordinateur qui nous montrent en fait ces vibrations du champ magnétique, mais on peut en fait transformer ça en un signal qui soit audible par une oreille humaine. Et donc un collègue avec qui je travaillais sur cette étude, Martin Archer, qui travaille au Royaume-Uni, avait déjà travaillé sur d'autres projets qui consistaient en sonoriser les ondes sur lesquelles il travaillait, et il avait fait écouter les échantillons produits à des lycéens, et ensemble en fait ils ont réalisé une étude pour montrer que quand une tempête solaire avait lieu, on entendait une note descendante dans les données enregistrées par les satellites. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que la tempête solaire va changer la hauteur du son produit par ces ondes. En temps normal, on aurait en fait une note qui serait à une hauteur donnée, et quand la tempête arrive, elle va doubler la fréquence. Et ça, en fait, ça revient à faire monter la note d'une octave. Donc en fait, comme si l'environnement terrestre chantait une note en temps normal, et ensuite, quand la tempête arrive, nous le chantait à l'octave au-dessus. La première étape du travail a été d'analyser ce son solaire. J'ai donc passé les échantillons sonores dans un sonogramme pour voir de quoi étaient composés ces sons. Donc là, on a le spectre du vent solaire tel qu'il nous arrive sur la Terre régulièrement. Donc, on a une espèce de ligne ici qui est très régulière, avec quelques petites flamèches de matière par moment, mais cela n'est pas très fort. Et on tourne sur un ré de la clé de sol. Par contre, dès qu'on passe dans une tempête solaire, là tout change. On a une matière éruptive très forte, très dense, où les lignes sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus épaisses. Et là, on a une matière beaucoup plus polyphonique, avec donc ici cette ligne qui va comme ça, ou qui monte là, plus dans un monde micro-polyphonique qu'une vraie polyphonie. De plus, ce son, alors que précédemment on était sur un ré, on tournait sur un ré de la clé de sol. Ici on est carrément un octave au-dessus, donc on est au haut de la clé de sol, et avec des densités très importantes.
Donc on a cette ligne monodique un peu, et parfois un peu de matière qu'on entend, il est un peu au-dessus. Maintenant la tempête solaire. Et voilà. On entend bien très distinctement la voix qui monte vers l'aigu et en dessous l'espèce de monodique, de son susurré. Me rappelle aussi tout mon travail sur le vent en général et les sons éoliens. Cette micro-polyphonie m'entraîne à repenser à la voix humaine aussi, dans la mesure où ça me fait plus penser à un vent au soleil qui essaye de me dire quelque chose. Comme ça, qui a une voix chantée. Bon, ce n'est pas une cantatrice, le soleil, mais par contre, il est très hirsute dans sa façon de parler. Donc à partir de là, j'ai essayé de construire une forme en faisant aussi des relevés. Si on regarde ce relevé de notes, on retrouve d'une part une ligne un peu stable et une évolution de la matière qui part en micro-polyphonie comme ça, et j'en ai en quantité. Voilà, qui me permet d'avoir une structure harmonique qui m'a permis de travailler dans le temps. Donc après commence le travail vraiment de composition. Composer, ça veut aussi dire raconter une histoire, et donc raconter une histoire avec des moments où on est dans un vent solaire très doux et des moments où il devient très éruptif, très présent. Donc pour le vent solaire, la première question que je me suis posée, c'est la forme, le dessin finalement, vu d'avion en quelque sorte, vu d'un satellite, de ces aurores boréales qui ondulent, c'est un phénomène lumineux en mouvement. Et donc j'ai remarqué que cette ondulation prenait aussi un caractère fouetté, ça crée des lignes qu'on appelle des lignes en fouet. Donc j'ai construit avec évidemment les contraintes techniques différents morceaux qui pouvaient s'enchaîner afin de créer une superposition de plans ondulatoires. Puis je me suis posé la question des couleurs, et c'est un phénomène d'ondes que ces aurores boréales. Et les ondes, c'est à la fois vibratoire et continu. Donc la dimension vibratoire, je l'ai avec les rubans, les jeux de contrastes colorés, mais l'ondulation, le caractère continu, il s'observe aussi dans les jeux de dégradés. De façon insensible, on passe du vert au rose, au bleu. Donc il y a une progression dans ces couleurs qui est vraiment complètement immatérielle. Et donc forcément, il fallait que j'utilise des jeux de dégradés. Et c'est donc poser la question des matériaux, puisqu'il fallait que j'ai des matériaux au ruban suffisamment fins, mais aussi suffisamment résistants, qui ne se tordent pas à la peinture, qui tombent correctement, qui résistent au temps, puisque c'est une pièce pour l'extérieur. Et donc je me suis dirigée vers ces rubans textiles, ces feuillards qu'on utilise dans l'emballage. Et donc j'ai donc continué ma maquette ensuite par des jeux de progression colorés qui aussi se devaient de respecter, en tout cas dans mon idée, il y a une interprétation personnelle, mais il y a aussi ce rapport au scientifique qui fait que le vert est largement dominant par ses réactions entre les molécules et différents gaz.
et le rose qui apparaît plutôt dans les altitudes inférieures et le bleu qui se confond avec le bleu de nuit dans les altitudes supérieures. J'ai aussi tenu compte de ces jeux de hauteur et de répartition dans ma maquette. Et puis il restera l'accrochage où on verra tout se mettre en mouvement, puisque pour amplifier ces phénomènes de mouvement, cette fois-ci que le vent terrestre met en jeu et non pas le vent solaire, j'ai aussi l'idée de suspendre cette pièce pour que des jeux de ressorts puissent l'animer également. Travailler sur le vent solaire, c'est toute une aventure. Cela fait rêver, on pense à cet espace, savoir qu'il y a plusieurs centaines de millions de planètes qui nous entourent, où la vie est possible, où des rencontres pourraient peut-être un jour avoir lieu. Je trouve ça fascinant. Et le soleil qui nous apporte la vie, où on ne peut pas s'en passer, mais qui peut aussi nous apporter la mort si on reste trop près, sous ses effets directs. Observer le ciel, et encore plus observer le ciel la nuit, ça nous fait sentir petits, et en même temps ça nous responsabilise vis-à-vis de notre planète qui est très fragile. Nous sommes fragiles, nous les humains, notre planète subit en ce moment les conséquences de nos erreurs, nos abus et l'exploitation que l'on peut en faire de façon abusive. Et donc c'est aussi se placer, nous, petite planète, dans cet immense cosmos, préservons-la.